Bienvenue sur ce premier live d'Icono. Je suis ravie d'entendre ce soir Bérangère Berriot qui va nous accompagner pendant 30 petites minutes sur justement les bienfaits de l'Ayurveda et pourquoi justement l'Ayurveda est quelque chose d'important à considérer dans son alimentation, mais aussi dans son alimentation au sens un peu plus large pour éviter notamment la partie inflammation, la partie évidemment maladie chronique qui peut en découler. Et donc au travers de ces 30 minutes que l'on va passer avec elle, nous allons pouvoir lui poser les questions qui vous sembleront nécessaires et qui vous apporteront, j'espère, beaucoup de bons conseils sur comment justement adapter son alimentation, comment être justement en éveil par rapport à ces inflammations que l'on peut avoir et dont on n'est pas forcément conscient. Et la raison pour laquelle ce soir je souhaitais faire intervenir Bérangère sur ce sujet, c'est que j'ai eu la chance d'être accompagnée par Bérangère, donc Dr B, à un moment de ma vie où j'en avais besoin au niveau de ma santé personnelle. Et grâce à sa connaissance et certainement son ouverture, j'ai changé mon alimentation, j'ai revu ma façon de vivre, sans pour autant être drastique. Et j'avais très envie de le partager avec vous parce que je pense que c'est plein de bons conseils et que l'on peut facilement les mettre en place. Alors voilà, donc ce soir, Bérangère maintenant nous est revenue avec le son. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment l'Ayurveda, pourquoi la digestion est si centrale dans cette approche, et surtout des conseils très concrets que vous allez pouvoir appliquer même dès ce soir si vous le souhaitez. Nous prendrons ensuite vos questions. Alors n'hésitez pas durant le live à envoyer vos questions, vos commentaires. Nous les voyons toutes les deux, donc on sera en mesure d'y répondre. Et puis ensuite, bien, on a un Q&A ensemble pour voir un petit peu s'il y a des points que vous souhaitez approfondir. Voilà, donc avant de commencer avec Bérangère, peut-être que toi tu te présentes Bérangère, et puis ensuite je propose que l'on commence. Merci Claire pour cette opportunité de pouvoir continuer à divulguer cette sagesse de l'Ayurveda pour mieux se comprendre et pour avoir aussi un petit peu un œil, retourner les sens à l'intérieur pour pouvoir mieux comprendre comment notre corps fonctionne et surtout comment on doit le garder du mieux qu'on peut en bonne santé. Et l'Ayurveda, donc qu'on appelle Ayurveda, on ne le traduit pas l'Ayurvédie ou on peut dire à la rigueur une médecine ayurvédique, mais autrement, si on veut juste utiliser le mot, on dit Ayurveda, parce que Ayurveda est composé de deux mots, Ayur qui veut dire la vie, et Veda qui vient des grands livres ancestraux de l'Inde. Il y en a 4 au total, et l'Ayurveda fait partie du 4e, qui est spécialement dédié au corps humain, et de savoir justement cette vie qui traverse ce corps et qui l'anime, les énergies qui l'animent, comment je fais pour les comprendre, mais aussi comment je fais en sorte que cette vie que j'ai prise soit menée du début de mon premier souffle jusqu'au deuxième souffle avec beauté et harmonie. Et pour ce, il y a besoin d'une connaissance. Et donc l'Ayurveda permet justement de nous donner cette théorie, ces bases fondamentales pour pouvoir savoir un petit peu mieux se regarder, un peu mieux s'observer et de manière juste, pas avec un idéal ou pas avec un œil critique, mais avec les perceptions qu'on va recevoir par des sensations et on va affiner notre observation, justement ces sensations au niveau du corps et notamment au niveau de la digestion, au niveau du cœur avec les émotions et quelles sont celles qui nous soutiennent ou au contraire celles qui créent des obstacles, des embûches, et au niveau intellectuel, nos capacités intellectuelles, mentales,
avec la mémoire, avec la capacité de, de, de rechercher l'information et de la garder. Tout ça, justement, peut être suivi et comprise par ces bases fondamentales que nous donne l'Ayurveda. Alors, pour reprendre ces points, donc peut-être juste, si on parle des grands principes, est-ce que tu peux voilà, les définir? Donc, je sais qu'il y a plusieurs doigts, mais peut-être que tu as de les expliquer. Oui. Donc, pour savoir un petit peu les principes et comment on peut les appliquer, le premier principe, c'est on s'est incarné dans cette vie avec un corps particulier, une combinaison de cellules et qui est en fonction des énergies qui la traversent, va fonctionner d'une certaine manière. Et donc ce corps est composé des 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et en fonction des proportions et des combinaisons de ces 5 éléments, il va y avoir des énergies différentes qui vont se manifester. Si on a un corps qui a plus d'air, c'est un corps qui va être, on appelle donc ce corps ou cette manière d'être ou cette constitution de base, celle qui a plus d'air, a des caractéristiques et qui sont notamment d'être léger, froid, sec, rugueux. Et le fait d'utiliser ces caractéristiques va donner une empreinte au corps. Donc les personnes qui ont plus d'air, on peut les reconnaître facilement avec un corps qui est plutôt long et fin et qui a du mal à grossir ou à prendre des kilos parce qu'il a cette qualité justement d'être léger et voire sec. Donc dans les constitutions de base, on est né avec une constitution et donc on va reconnaître ceux avec plus d'air qui seront plutôt longilignes et avec une énergie qui est très, très dynamique, très vive, peut-être un peu de nervosité aussi parce que ce sont des personnes qui ont une énergie très kinésique, qui bougent, qui ont envie de faire des choses, qui ont une vivacité de l'esprit également, qui sont très créatifs et au niveau des émotions, très enthousiastes, très vivants, ils parlent facilement aux gens, ils sont plutôt extravertis. Quand on regarde un corps qui a plus de feu, donc là ce serait un corps qu'on va appeler avec une dominante pitta, les personnes qui ont plus de feu dans leur corps vont être ceux qui, justement, avec l'été qui est très accru, vont dire « je ne supporte pas cette chaleur, je me sens bien uniquement en hiver ». Et donc, ce sont des personnes qui peuvent rougir facilement de par le soleil ou alors de sentir des vagues de chaleur dans leur corps. Ou alors des personnes les embrassent et leur disent ton corps est chaud. Mais cette personne peut-être ne ressent pas cette chaleur comme quelque chose qui crée un malaise, mais au contraire, c'est un corps qui est naturellement chaud. Et donc là, ce seront des personnes qu'on va dire pitta, avec un corps qui est ni trop gros, ni trop maigre. C'est un corps qui peut prendre quelques kilos, 2 ou 3 kilos, et les reperdre facilement. Ils ont cette capacité et cette chance d'avoir la possibilité de manger ce qu'ils veulent, peut-être prendre quelques kilos, mais de les reperdre facilement. Donc on va dire plutôt que le corps longiligne des Vata, le corps des Pitta est plutôt un corps qui est modéré dans sa structure et dans sa stature. Et la troisième constitution de base, qui est composée plutôt d'eau et de terre, donc ce sont les 2 éléments les plus lourds des 5. Et donc là, quand on va reconnaître un corps qui a plus d'eau et de terre, qu'on va appeler un corps plutôt kapha, ce sera un corps qui est rond, généreux, voluptueux et qui peut donner une apparence de lourdeur, mais la personne ne ressent pas cette lourdeur. C'est juste un ancrage, une stabilité, je suis fort comme un roc et rien ne me bouge. Donc ce sont des personnes justement qui
elles, ont cette capacité d'être stables au niveau émotionnel, au niveau du corps, mais le désagrément de ce kapha qui est fait d'eau et de terre est, et on entend souvent ce commentaire de ces pauvres kaphas dire il ne suffit que de regarder un gâteau et je grossis aussitôt. Vu qu'ils ont cette capacité d'amasser et de créer justement des rondeurs, eh ben, ce seront des personnes qui ont des problèmes à perdre leurs kilos quand ils mangent un petit peu de trop. Donc là c'est ces types de profils. On peut tout à fait être Kapha et Pitta en même temps, tout à fait Vata, et on peut avoir des combinaisons un peu différentes. Et en quoi est-ce que ça influence sur notre flot digestif et en quoi justement est-ce que ça influence sur ce que l'on doit manger ou pas manger? Comment est-ce que ça impacte notre digestion? Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important au final de garder ça comme élément central de notre bien-être, tout simplement de notre mode de fonctionnement? Oui, oui, oui. Oui, oui, le feu digestif reste chose. Quand le feu digestif va, tout va. Le feu digestif au niveau de la digestion de la nourriture, le feu au niveau du cœur et la digestion des émotions, mais aussi l'enthousiasme et la passion au niveau de l'énergie et des émotions. Et au niveau mental, c'est cette clarté, c'est cette curiosité, cette flamme qui nous guide. Et donc, ce feu en Ayurveda est au centre. Parce que, donc, on est fait des trois, on est fait du Vata, du Pitta, du Kapha, parce qu'on est composé de ces 5 éléments. Mais vous pouvez faire un questionnaire, par exemple, sur le net, trouver un questionnaire ayurvédique pour découvrir votre constitution ayurvédique. Et en répondant au questionnaire, en voyant quelle est la caractéristique qui vous correspond le mieux, ajoutez à la fin du questionnaire tous les chiffres des Vata, des Pitta et des Kapha. Et là, vous aurez votre dominante, suivie du deuxième et le troisième pour compléter le tout. Et en fonction de cette dominante, l'Ayurveda explique aussi que si j'ai plus d'air dans mon corps, donc si je suis plus Vata, j'aurai tendance à avoir un feu digestif qui est comme mon énergie, qui peut être irrégulier, aléatoire. Je peux avoir un jour une énergie très, très, très vive et donc envie de faire plein de choses. Et si j'ai faim, je peux oublier d'avoir faim parce que j'ai l'enthousiasme de continuer mes activités et le plaisir de faire les activités et manger serait plutôt couper cette belle énergie. Donc les personnes qui ont plus d'air ou de vata sont des personnes qui n'ont peut-être pas forcément d'intérêt pour la nourriture parce que ça peut leur donner une lourdeur ou parce que ça peut les obliger à couper leur rythme des activités ou parce qu'elles sont stressées et l'estomac est serré et n'autorise pas à avoir le sentiment de faim. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont un corps plus fin, plus longiligne, parce que la nourriture est je mange pour pouvoir continuer à me donner de l'énergie, mais je préfère picorer quelque chose sur le pouce vite fait plutôt que de passer du temps à cuisiner et être assis à table et déjeuner, dîner avec la famille, par exemple. Donc, là, c'est avec l'élément air. Quand on a l'élément feu, donc l'élément feu qui est par miroir à l'identique que le feu digestif, donc là, les personnes pitta sont des personnes qui vont avoir un feu digestif très fort. Dès que ces personnes-là ont faim, il faut absolument leur donner à manger, car sinon elles deviennent irritées, irritantes, irritables pour tout ce qui est autre. Le feu sort de la bouche par les mots, par une attitude, un regard qui devient perçant et j'ai faim et je veux manger. Et donc les personnes pitta savent que lorsqu'ils ont faim, il faut absolument manger parce qu'ils auront peut-être une sensation de légèreté ou de se sentir un peu avec des vertiges. Ou alors l'estomac qui brûle parce que ce feu digestif, là maintenant, appelle la nourriture et donc a besoin d'être nourri.
Et ensuite, on a le troisième type de feu digestif qui est rattaché avec le kapha, qui est plus donc eau et terre. Là, on ne voit pas d'élément feu dans cette caractéristique, mais au contraire, l'eau à la bouche. Envie de manger quelque chose qui est savoureux, quelque chose qui est goûteux, quelque chose qui rappelle l'enfance, quelque chose qui est sucré. Donc, les personnes CAFA ont plutôt tendance à avoir un feu digestif qui est rattaché à la mémoire du goût, à la texture. Et donc, c'est ces personnes-là qu'on peut retrouver facilement dans les cuisines à préparer des bons plats, à préparer pour toute la famille, faire à manger pour tout le monde, c'est ce qu'ils adorent. Et justement, passer des heures autour de la table et manger, jusqu'à trop peu. Et donc ensuite, un besoin de se reposer, voire de faire une sieste. Et donc, c'est pour ça que les cafards ont tendance à augmenter en poids parce qu'ils ont un feu digestif qui n'est pas suffisamment fort pour manger ces quantités de nourriture. Donc, Donc, alors, pardon, oui. on comprend bien qu'avec ces trois profils, forcément, on a une digestion qui est complètement différente. On a une possibilité de créer des inflammations de manière très différente. Et pourquoi j'insiste sur l'inflammation? Parce que les inflammations chroniques, c'est ce qui peut nous amener effectivement à tomber malade. Que Mm-hmm. ce soit sous un cancer, que ce soit sur un autre type de maladie. Donc, Mm-hmm. clairement, le type de profil que l'on est, a un impact sur notre alimentation et sur notre bonne digestion. Et là, tu peux nous en parler un petit peu plus? Mm-hmm. C'est pour ça justement que il faut connaître son feu digestif pour savoir quand on a faim, quelles sont les sensations dans mon corps. De revenir à quelque chose qui est naturel et spontané par rapport à nous. Et c'est pas l'heure qui décide de manger le déjeuner, le dîner. Donc, si on n'est pas déjà en contact ou conscient de notre feu digestif, on va passer la faim sans se rendre compte que justement on a faim. Donc connaître les sensations que mon corps envoie quand il a faim, c'est important. Et aussi, une fois qu'on est en train de manger, de l'écouter quand il dit c'est bon, j'ai suffisamment et je n'ai pas besoin de plus. Et donc, on va se couper des habitudes qui vont être de terminer ce qu'on a dans notre assiette, de prendre un petit dessert ou quelque chose de sucré à la fin du repas, parce que c'est à partir de ça, de ces excès qu'on fait. Donc, premièrement, de manger quand je n'ai pas faim, quand les sucs digestifs au niveau de l'estomac ne sont pas prêts à recevoir la nourriture, donc je n'ai pas faim. Là, on va commencer à créer des inflammations parce que les enzymes ne sont pas là pour faire digérer la nourriture et la faire descendre le long du tube digestif, mais va rester un petit peu plus longtemps au niveau de l'estomac et ensuite au niveau de l'intestin. Et comme c'est un milieu acide, cette acidité va commencer à fermenter et de cette fermentation créer les inflammations qu'on peut ressentir en fin de journée, par exemple, avec des gonflements ou des ballonnements. Donc, manger quand j'ai faim, c'est la règle numéro 1, parce que là, maintenant, mon feu digestif est prêt à recevoir la nourriture. Et arrêter de manger lorsque je sens que je suis rassasiée, que je suis à la satiété. Là aussi, c'est important d'écouter ce message. Et ce message peut être justement quand on mange avec un peu plus de conscience, d'écouter, de bien mâcher, arriver à un moment où on va sentir que l'estomac est plein. Si jamais on n'arrive pas à noter ce signal du corps, on sait que notre estomac est grand comme nos deux mains jointes. Ça, c'est la taille de notre estomac. Donc, nos deux mains jointes, c'est notre estomac. Il a des fibres musculaires qui sont élastiques, donc il peut augmenter, mais au moins, si je lui donne un bol ou quelque chose qui est équivalent à mes deux mains jointes, là, je sais au moins que je vais donner la quantité que mon corps peut digérer. Et c'est pas le pita va faire monter la montagne, mais non, il faut que ça reste bien, que ça puisse tenir dans les mains. Le vata va certainement joindre les mains plus petites pour faire des plus petites portions,
et le kapha voudrait un petit peu plus, on peut bien rajouter. Mais non, on va garder ces deux mains jointes et donc notre estomac, avec cette portion, au moins sera satisfait et la digestion sera beaucoup plus facile. Donc l'heure du repas, la façon de manger, la vitesse, le contexte, tout ça, ça a un impact aussi sur effectivement ce feu digestif et la meilleure assimilation des, Oui, de la nourriture, à nouveau en fonction de son profil oui. ayurvédique. Comment est-ce que on peut agir dans la prévention juste avec l'alimentation, ou est-ce qu'il faut avoir une approche qui soit un peu plus holistique, ou la partie mentale, puisque tout à l'heure tu en parlais, la partie mentale fait aussi partie de cette approche, les massages, le sport. Comment est-ce que tout ça, ça intervient justement pour minimiser au maximum ces risques d'inflammation? Donc la partie, ça reste quand même quelque chose de très pratique. L'Ayurveda, c'est une science qui est applicable par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Les principes fondamentaux ne sont pas uniquement pour l'Inde et pour le climat ou la nourriture de l'Inde. Ce sont des principes qui fonctionnent partout. Et donc, en fonction de qui je suis et de comment est mon feu digestif, c'est pour ça qu'il faut utiliser son mental pour mémoriser ou pour savoir écouter le corps et ses sensations et ses messages qu'il envoie pour que cet esprit soit l'assistant et aide ce corps à être bien nourri. On va choisir les aliments qui lui correspondent et les manger en quantité qui correspondent. Et donc, pour éviter de créer des terrains inflammatoires, l'Ayurveda recommande justement là où notre feu digestif est le plus fort et peut recevoir la meilleure quantité de nourriture et de tous les composants que nos corps a besoin pour être bien nourris sans créer d'inflammation, c'est le repas du midi. Donc, le midi, c'est celui où justement on devrait arriver à table en se disant j'ai faim et maintenant je vais justement bien nourrir mon corps pour que pendant l'après-midi, cette digestion aille le long du tube digestif de l'intestin et pendant la nuit, passe dans le corps et nourrit toutes nos cellules. Donc, ce que je mange le matin en petit déjeuner, est-ce que j'ai faim, oui ou non? Oui, je mange quelque chose qui me permettra d'attendre le midi patiemment, ou si j'ai pas faim, j'attends pour justement que mon feu digestif du midi soit de bonne qualité. Ou s'il y a besoin au milieu de matinée, juste un cas qui permet justement d'avoir ce feu fort ou cet appétit fort pour le midi. Et le soir, même question, j'ai faim, oui ou non? Oui, donc je peux manger, le feu est présent et il va pouvoir digérer quelque chose de léger et facile à digérer. Donc en général, les fibres et les légumes sont beaucoup plus faciles à digérer. Et en fonction de l'appétit, on peut rajouter plutôt des protéines végétales, par exemple, ou alors des céréales, mais qui n'ont pas trop de taux glycémique, parce qu'autrement, ce sucre qu'on mange le soir, ce sucre lent ou ces féculents qu'on mange le soir, peuvent créer aussi une inflammation, vu que le feu digestif n'est pas de grande qualité. Donc, s'il descend plus lentement le long du tube digestif, il peut aussi créer la fermentation ou des inflammations plus tard. Donc, on reste avec un déjeuner qui est complet et qui permet de neutraliser les inflammations s'il y a, parce que pendant la nuit, mon corps va être bien nourri et va pouvoir justement, grâce au feu digestif cellulaire, de renforcer toutes les cellules de mon corps, dans mes muscles, dans mes articulations, sur la peau, la qualité des cheveux, la qualité du regard, le brillant des yeux, l'énergie, la vitalité le matin quand on se réveille. C'est ce qu'on mange le midi qui nous donne tout ça. Et donc,
lorsque ces paramètres sont réunis, le système immunitaire fait son travail et petit à petit, avec la lymphe, le système lymphatique, nettoie le corps et en transpirant, en faisant du sport tous les jours, je permets par la sueur d'évacuer ces toxines qui pourraient être accumulées ou justement d'activer au niveau du ventre, l'intestin et le côlon pour évacuer par les selles toutes ces matières qui pourraient être enflammées. Donc le sport est aussi, c'est ce qui active notre feu digestif comme un petit soufflet sur le feu. Le fait de faire du cardio, par exemple, fait qu'on va augmenter notre capacité d'oxygène et cette capacité va nous faire transpirer, va aider la circulation sanguine à aller plus vite. Et donc là, on est en train de nettoyer notre corps, notre système. Donc, si on devait mettre, si tu avais un conseil à donner alors, entre parenthèses, on n'en a pas parlé au début parce que tu ne t'es pas présenté, mais Bérangère est aussi auteur d'un livre sur l'ayurvédique que moi je recommande. Alors, on ne peut pas vous le partager à l'écran, mais en gros, peut-être vous voyez cette photo qui s'appelle Prendre soin de soi avec l'Ayurveda. Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais si tu devais donner un conseil assez simple pour pouvoir justement garder une bonne digestion toute l'année, puisque effectivement, en fonction des saisons, là aussi, à nouveau, ce que l'on mange va avoir un impact évident. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce que d'entrée de jeu, chacun devrait être conscient et devrait savoir? La Question première piège. chose, en se levant le matin, de se brosser les dents et de gratter la langue, tout comme on va aux toilettes pour faire passer l'urine et les selles peut-être, ou les selles viendront un peu plus tard, mais au moins le corps se nettoie des déchets de la veille. Il se nettoie aussi au niveau de la bouche et c'est pour ça qu'on se gratte la langue le matin avant toute chose. Et le conseil serait, après avoir nettoyé la cavité buccale, de boire un grand verre d'eau tiède qu'on boit généreusement et facilement. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Et ça, justement, c'est une douche intérieure qui permet de nettoyer le tube digestif et de réveiller le feu, de réveiller l'énergie pour commencer la journée. Alors, on arrive déjà bientôt à nos 30 minutes. À nouveau, moi, je recommanderais vivement le livre que tu as écrit et à nouveau, c'est une invitation et j'espère que ces 30 minutes auront été un petit peu une ouverture pour ceux qui ne connaissaient pas forcément les préceptes et les grandes idées. Mais une médecine ayurvédique ne remplace pas un traitement, on est bien d'accord. La médecine ayurvédique, ça va être un traitement en accompagnement et qui va permettre justement à chacun de mieux vivre, par exemple, un traitement lourd que de suivre. Et ça permet également de continuer à prévenir justement les rechutes ou oui, à nouveau, on retombe sur les inflammations, mais voilà, on est dans ça, que les gens n'aient pas l'impression qu'on De supprime un substituer traitement. l'un à l'autre. Non. Exactement. Est-ce que justement, tu nous parlais des recherches que tu avais fait entre la médecine ayurvédique et la médecine que nous, on connaît, qu'on appelle la médecine classique. Vous avez fait des travaux de recherche et vous avez pu démontrer que justement, cette médecine ayurvédique amplifiait la médecine que nous, on appelle classique chez nous. Tu peux en parler un petit peu? Oui. Donc, l'Ayurveda est une invitation à se reconnecter à son pouvoir guérisseur. Notre corps a la capacité de pouvoir se guérir. Quand on se coupe, le corps répare les plaies. Quand on se fait opérer, le corps aide à se récupérer aussi. Quand on est fatigué, il se récupère, mais on l'accompagne. Donc l'Ayurveda, c'est justement cette connaissance qui nous permet d'être en contact avec notre capacité de guérison et de l'accompagner par la nourriture, par une manière de vivre
qui fait que on va aider ce système immunitaire à se renforcer pour pouvoir parer aux éléments extérieurs qui peuvent arriver ou à l'intérieur quand le corps crée des déséquilibres et à la longue ou une accumulation va créer des maladies. Donc, en fonction de mes convictions et de mon pouvoir de perception, on a une intuition parfois des choses qu'il faut faire où on se sent guidé par quelque chose qui nous montre une ligne de guérison. Et cette ligne de guérison, elle est ouverte sur toutes les possibilités qu'il y a au niveau des médecines du monde. Il y a toutes les médecines traditionnelles. On se sent attiré par la médecine chinoise, par la médecine tibétaine, par la médecine thaïlandaise, la médecine chamanique, ou une médecine plus moderne qui est allée un peu plus dans le détail au niveau des molécules et de l'observation du corps et qui a créé aussi des médicaments à base chimique pour pouvoir aider cette partie du corps qui est déséquilibrée. Et donc, on va choisir en fonction de ce qui nous appelle et de comment on sent, qu'est-ce qui nous appelle le plus et qui peut nous aider. Donc, toutes ces médecines peuvent être complémentaires. Et beaucoup de fois, justement, il y a des personnes qui préfèrent avoir un traitement, on appelle allopathique ou de médecine conventionnelle, plutôt de l'Europe, et accompagner pour éviter des effets secondaires ou pour favoriser une meilleure absorption des médicaments pour qu'ils aient un meilleur effet, ou faire en sorte que ce déséquilibre qui est traité par un médicament allopathique, de l'Ayurveda, de le comprendre aussi d'une autre manière pour justement pouvoir assister et rester dans quelque chose qui est pas seulement naturel, mais qui revient à se réapproprier notre santé et se sentir un peu plus responsable de ce que je peux faire pour être en bonne santé. Et par rapport à ces complémentarités, il y a 2 ans, on a publié une étude qui a été faite dans un hôpital allopathique en neurologie où on a fait des traitements ayurvédiques à base de massage et à base de médicaments ayurvédiques et qui était justement de combiner un traitement allopathique pour des personnes qui avaient fait un AVC et pendant 1 mois recevaient un traitement ayurvédique à base pour récupérer de leur AVC et au bout de 3 mois, on voyait quels étaient les résultats. Et donc, la complémentarité fait que ça donne plus de possibilités au corps de pouvoir récupérer quand il y a un déséquilibre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'Ayurveda demande toujours de revenir, de se réapproprier sa santé et il y a toujours un effort à faire. Claire, tu dois le savoir, ça n'a pas été facile de justement... On a beaucoup négocié pour justement passer des habitudes à quelque chose qui était plus sain parce que voilà, justement, il y a un effort qui est demandé quand on arrive à l'Ayurveda ou aux médecines plus traditionnelles, ancestrales. Absolument, mais après, c'est aussi impressionnant de voir avec la rapidité avec laquelle le corps se désintoxe de certaines habitudes dont on avait prises. Et voilà, je parle principalement par rapport au sucre. Donc, mais, écoute, Bérangère, un grand, grand merci. Je pense que le sujet peut être creusé et approfondi. Donc, c'est pour ça, je t'invite vraiment à partager sur le commentaire les références de ton livre. Donc, je le rappelle, c'est Prendre soin de soi avec l'Ayurveda. Je propose que ceux qui sont intéressés pour en savoir plus rentrent directement en contact avec toi. Alors, je pense que pour oui, parce que c'est un projet autofinancé et autodistribué. Donc, en fait, il n'est pas disponible sur les plateformes. Il est uniquement disponible à travers moi et envoyé ensuite aux personnes qui le désirent. Voilà. Et sur YouTube, il y a une petite vidéo, je mettrai le lien pour voir un petit peu le contenu et les pages et les illustrations
de ce livre. Le livre est fait, en fait, ça fait 15 ans que j'enseigne aussi l'Ayurveda, pas uniquement des consultations. Les consultations sont beaucoup au niveau de l'éducation et de se réapproprier notre santé et de comprendre le déséquilibre et la maladie. Et à côté de ça, beaucoup de personnes m'avaient demandé de pouvoir utiliser les principes de l'Ayurveda au quotidien. Et donc, c'est le fruit de cet enseignement auprès d'adolescents dans le lycée d'Auroville et des adultes qui est ensemble. Donc, c'est des principes qui sont à la portée de tout le monde pour maintenant comprendre un petit peu mieux l'Ayurveda avec ce côté spirituel qui est de se connaître mieux, de qui suis-je et qu'est-ce que cette âme est venue faire dans cette vie, mais justement c'est un véhicule qui reste très, très pratique et très... quand on connaît la mécanique, c'est beaucoup plus facile d'en prendre soin, et donc l'Ayurveda de ce côté-là est une source incroyable d'informations pour mieux percevoir ses sensations, ses émotions et ses interprétations mentales. Bérangère, un grand merci. Donc, on te trouve sur Instagram, c'est Bérangère Berriot, c'est ça, ou sur Facebook. Oui. Donc, ceux qui sont intéressés, vous allez chercher Bérangère, vous rentrez en contact directement avec elle. Son livre, à nouveau, est super bien fait, hyper didactique, comme Bérangère le dit. Ça va aussi bien parler à des ados qu'à des adultes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez somptueux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le feed. Je vois que je n'ai pas de questions, j'ai juste des commentaires qui invitent justement à aller approfondir le sujet. Aujourd'hui, on n'avait que 30 minutes. S'il y a quelques petites questions auxquelles vous souhaiteriez que Bérangère réponde, c'est maintenant. Il nous reste 2 petites minutes, donc je ne sais pas si certains ont envie d'approfondir ou d'avoir peut-être une réponse spécifique à une question qu'ils peuvent avoir. En tout cas, donc, moi, je te remercie beaucoup, Bérangère, d'avoir été avec nous ce soir. Parce que normalement, tu es en Inde. Là, on profite du fait que tu es de passage en Europe et en France pour pouvoir être sur le même créneau horaire et donc pour justement pouvoir partager ta connaissance. On est ravis de t'avoir vu ce soir. Un grand merci. Et puis, à chacun, à vous de continuer l'histoire et d'aller chercher si vous en trouvez un intérêt. En tout cas, un envol ayurvédique. Faisons un envol voilà. Ayurvédique. Merci Bérangère. Bonne soirée à tous. Malgré la chaleur. Ah oui, tiens, un petit conseil ayurvédique pour ces grosses chaleurs que tu nous Des grosses chaleurs, de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. De rester hydraté, c'est une chose, mais aussi de garder les parties, si on veut ressentir un petit peu plus de fraîcheur ou pouvoir appréhender mieux la chaleur, il faut garder la tête froide, le cœur froid et les parties génitales fraîches aussi. Donc ça veut dire que on met un tissu humide où on humidifie les cheveux pour qu'ils restent mouillés. Sur le cœur, on peut mettre des lingettes qui viennent du frigo et pour le garder au niveau de la poitrine. Et ces lingettes, on peut aussi les utiliser pour garder le corps, donner cette sensation de frais. Ou alors au niveau des épaules aussi, parce qu'il y a des artères qui passent à ces endroits-là et donc ils peuvent calmer la chaleur. Et surtout, ne pas manger glacé et boire froid. Si on boit froid, on va boire froid loin des repas. Dans l'après-midi, on peut boire froid si on veut, mais tout ce qui va être froid, le corps, lui, doit garder un 35-36 degrés. Donc, dès qu'il reçoit de la nourriture froide, il lance un feu pour le réchauffer pour qu'il soit à nouveau à 35. Donc, c'est pas le froid qui va permettre d'appréhender la chaleur. C'est de boire température ambiante, mais on va mettre des plantes qui ont un effet rafraîchissant sur le corps. De la menthe, de la camomille, de la cardamome, toutes ces plantes, de faire des infusions à froid par exemple. On met dans une bouteille d'eau plein de feuilles de menthe et on attend 1 heure que cette eau soit infusée de menthe et ensuite on boit
on boit cette eau tout au long de la journée. Et là, justement, quand ensuite cette eau est digérée et passe dans le sang, elle aidera nettement plus le corps à être, à, à passer les grosses chaleurs. Bon, bah écoute, sur ces mots, tout le monde à l'eau, en fait. Moi, ce que je... Et sinon, juste, ah oui, mais les chaleurs seront passées. Parce que dans le livre aussi, il y a toutes les saisons. Comment je fais pour accompagner mon corps tout au long des saisons, quand il fait froid et sec, quand il fait chaud et humide. Et donc, les conseils qui sont donnés pour préserver ce feu digestif, qu'il ne soit pas non plus perturbé par ces éléments extérieurs. On a assez de nos émotions et d'essayer de garder l'équilibre. Donc, faisons en sorte que ce qui vient de l'extérieur, on le gère comme il faut et de manière harmonieuse et gracieuse. Merci beaucoup, Bérangère, pour ce moment. On va vous laisser. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Bérangère. Elle sera ravie de vous répondre. Merci encore et à très bientôt. Bonne Un soirée. grand plaisir. Bye Un bel bye. été à tout le monde.